Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité. À tous les auditeurs, bonjour. Bienvenue dans les Mezzanines, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs. Nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, bienvenue à tous les auditeurs. Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité. Cette semaine, dans la Mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Emma Massot et Hector Bauer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Emma Massot, vous exercez le métier de comédienne et de metteuse en scène, notamment au sein de la Méniache, une troupe de théâtre professionnel qui se produit régulièrement sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Hector Bauer, vous exercez le métier de régisseur et vous avez collaboré dans certaines productions de la Méniache, à l'exemple de la pièce Oliver Twist, qui se joue au théâtre du Cube Noir actuellement jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. La pièce est adaptée du roman éponyme de Charles Dickens pour la scène par Jacques Bachelier, metteur en scène et créateur de la compagnie de théâtre strasbourgeoise La Méniache. Avant cela, vous collaborez déjà avec Emma Massot dans le cadre de Un jour d'été, que vous mettez en scène, Emma Massot, d'après la pièce Le courage de ma mère de Georges Tabori. Une mise en scène, Hector Bauer, dont vous êtes à l'initiative de la création musicale et lumière. Exactement. Emma Massot, dans le dossier de presse de la pièce Un jour d'été que vous adaptez du texte Le courage de ma mère de Georges Tabori, vous écrivez, je vous cite, ou en tout cas, je cite, « Peut-être est-il né là, mon désir de faire du théâtre, raconter des histoires dont nous connaissons la fin. » Fin de la citation. Emma, qu'entendez-vous par là ? Vaste question. Oui, je faisais référence à l'art de l'acteur qui raconte à un spectateur une histoire dont lui connaît les rouages. Les rouages, ça se dit ? Les rouages. Les rouages, c'est ça. On commence bien. Et je sais que dès petite, j'ai été fascinée par les histoires qu'on me racontait et que j'aimais, moi, après retransmettre avec tout le pouvoir qui était le mien, puisque comme je connaissais l'histoire, je pouvais m'amuser avec. C'est difficile de situer le point de départ d'un désir où est-il né mon désir de faire du théâtre, mais donc si je cherche au plus loin, je crois que c'était dans ces eaux-là, pouvoir raconter une Et histoire. n'avons-nous pas de ce désir-là une certaine compréhension, mais après coup ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire comment vous le comprenez aujourd'hui, ce désir que vous avez, qui vous porte maintenant depuis quelques années, de faire du théâtre ? Comprendre après coup, oui. Le vide. Le vide d'ailleurs qui motive un petit peu le désir. Emma Massot, lorsque vous racontez l'histoire d'un personnage sur la scène de théâtre, ne vous racontez-vous pas, vous aussi, un petit peu par la même occasion ? Raconter une histoire dont la fin est déjà connue, n'est-ce pas là une tentative de toucher à cet impossible de nos vies, savoir ce de quoi demain sera fait. Voilà, l'inconnu. Absolument. C'est une liberté qu'on peut avoir sur scène qu'on ne peut pas forcément avoir dans la vie. En tout cas, si on n'a pas de pouvoir de voir l'avenir. Et l'histoire qu'on transmet, par contre, peut-être, elle permet de pouvoir poser une question, de trouver quelques réponses, peut-être, sur de quoi on est fait, j'ai envie de dire, sur de quoi l'humanité est faite. Peut-être. D'accord, ouais. Et là, bon, peut-être, parce que là, nous sommes dans les mots, peut-être que nous pourrions un petit peu nous installer dans l'émotion, là, maintenant, tout de suite. Quel mot aimeriez-vous mettre, Emma Massot, sur l'émotion qui est la vôtre autour de cette table ce matin dans la maison ? Je suis tout à fait détendue, absolument sans aucune incertitude. Non, je suis très heureuse d'être là. Et vous ne savez pas, du coup, de quoi demain
sera fait. Bon. Ni la prochaine minute. Encore nous faut-il donc vivre avec cette inquiétude. Hector Bauer, et vous, qu'est-ce qui vous a donné le désir de vous faire l'inventeur de l'environnement sonore et lumineux de l'histoire, de l'histoire racontée sur la scène de théâtre? Sur la scène de théâtre en règle générale? Oui, ou alors on peut partir de Un jour d'été, mis en scène par Emma Massot, avec laquelle vous avez collaboré sur cette scène-là. C'est avant tout une rencontre, je pense, avec Emma. Une belle rencontre. Qui est une belle rencontre, oui. Qui un hasard total, en fait. Moi, je suis arrivé, commencé à bosser avec la compagnie La Méniache il y a maintenant 2 ans. Et il y avait déjà une idée de carte blanche qui était sur la table. Et Emma, très rapidement, est venue vers moi et a proposé ce poste de régisseur pour bosser avec elle sur cette pièce-là. Et pour être tout à fait franc, moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait au début. Quand on m'a parlé de carte blanche, je me suis dit, ok, très bien, il va y avoir un truc, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et disons que les discussions autour de ce texte, les répétitions, et puis même la relation qu'on a avec Emma au quotidien, a créé une espèce d'alchimie entre la technique et ce qui se passait sur scène. Et je n'ai pas vraiment eu de démarche particulière dans tout ce qui est création, lumière ou sonore. Ça s'est fait, c'est ça qui est assez beau aussi sur ce projet, c'est que ça s'est fait assez naturellement. On s'est retrouvé en fait dans les gradins avec une lumière de base ou une ambiance un peu choisie à la volée. Et bon, bien sûr, il y a le travail derrière, mais je sais pas, on n'a pas vraiment eu de démarche ensemble. Ça a plus été une marche ensemble plus qu'une démarche, voilà, si je peux dire. C'est joliment dit. Merci pour Très ça. joliment dit. Une marche ensemble. Alors, Emma Massot, Hector Bauer, sans reprendre l'intitulé d'un ouvrage bien connu des étudiants en art du spectacle, dont vous étiez, Emma Massot, j'en ai moi-même quelques souvenirs, dont nous garderons de ces anecdotes dans ces studios. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emma Massot, mais il y avait un ouvrage qu'il nous fallait absolument lire, c'était l'encyclopédie à avoir dans sa bibliothèque d'étudiants. Qu'est-ce que le théâtre de Christian Biet et Christophe Trio. Je crois savoir d'ailleurs, Cassandre, que tu as aussi fait des études en Est-ce que je art peux du faire une spectacle. confession? Oui. Oh, une confession, bien J'ai sûr. fait des études d'art du spectacle C'est à ça. Arras, mais je n'ai jamais lu en entier un livre théorique. Voilà, c'est dit. Mince alors. Écoute, Cassandre. C'est un monde qui s'effondre. Je Voilà. crois que ni Emma Massot, ni moi-même avons lu en entier l'ouvrage Qu'est-ce que le théâtre de Christian Biet et Christophe Trio. Je me permets de parler pour vous, Emma. C'est une supposition. Absolument. Voilà, un titre qui pourrait susciter à lui seul d'innombrables souvenirs des amphithéâtres de la faculté des arts du spectacle de Strasbourg. N'est-il pas, Emma? Absolument. En tant que comédienne et metteuse en scène, je vais vous poser la question, à mon tour, selon vous, de façon très très générique, qu'est-ce que le théâtre? Boum. Vaste Vous avez question. N'en une- faites pas un livre, Emma. N'en faites Je pas vais un livre. essayer. Christophe Qu'est-ce que le Trio, il l'a fait bien avant nous. C'est une question que je continue de me poser, forcément. Et j'espère que je vais continuer de me la poser encore longtemps. Parce que je crois que c'est précisément se poser la question qui fait qu'on fait du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre? La rêverie, le désir d'une équipe, que ce soit comédien, metteur en scène, technicien, créateur, de se mettre ensemble autour d'une pièce, d'un sujet, d'une question, et de créer une rêverie qu'on puisse partager à quelques personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Et on va partir justement rêver ensemble. Merci pour ça. Tout de suite, un petit peu de musique avec Energia, des hallucinés du groupe Ruskaja, tout de suite dans la mezzanine. C'était Energia du groupe Ruskaja dans Rouskaya. Ruskaya Ah là là. dans la mezzanine. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec nos invités de la semaine, Emma Massot, comédienne et metteuse en scène, et Hector Bauer, régisseur son
et lumière. Vous travaillez tous deux dans le cadre de la Méniache, une compagnie de théâtre professionnelle avec laquelle vous vous produisez régulièrement sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Notamment, aujourd'hui, à l'occasion de Oliver Twist, adapté par Jacques Bachelier, du roman éponyme de Charles Dickens, l'anglais de l'époque victorienne. La pièce se joue actuellement au Cube Noir, ce même théâtre, jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. Emma Massot, si dans la pièce Oliver Twist, vous incarnez, avec Marie Paya, vous êtes deux comédiennes sur le même personnage, vous interprétez donc le personnage principal, vous exercez la responsabilité de metteuse en scène dans Un jour d'été, adapté de la pièce Le courage de ma mère de Georges Tabori. Comment vous êtes-vous formée, dans un premier temps peut-être, au métier de comédienne ? J'ai commencé ma formation professionnelle supérieure en Biélorussie. Wow. Voilà. Je suis partie 1 an avec le cadre de Demain le printemps, qui permet à des jeunes étudiants francophones, donc pas forcément que français, de partir 1 an en Biélorussie et d'avoir une espèce de une masterclass avec des cours d'art dramatique, de diction, de chant, de danse, de musique, d'escrime scénique et j'en passe, avec les professeurs de l'Académie des Arts de Minsk, donc, qui est l'école nationale là-bas. C'est une école qui s'inspire de la méthode dite Stanislavski. Absolument. La directrice de l'école fait partie des derniers, la 2e génération après Stanislavski, donc élève d'élèves de Stanislavski. Qui est Constantin Stanislavski. Tout à fait. Un homme de théâtre, un dramaturge russe. De quelle époque à peu près 19... Oh, non, je crois que c'est même 20e... Non, c'est pas 20e siècle. Si, c'est 20e siècle. Ouais. Deuxième partie, Ouais. deuxième 20e. partie du 20e siècle, qui a développé toute une théorie de l'acteur autour de l'émotion et du jeu, Et de non pas l'intériorité. juste ou faux, mais vrai. L'intériorité, Voilà. ouais. On connaît bien. Voilà. Enfin, On pense connaître bien. Nous On le essayons connaît d'en personnellement. comprendre quelque Voilà. chose, en tout cas dans la pratique et dans l'expérience. Emma Massot, si vous êtes comédienne, vous exercez également le métier de metteuse en scène dans la compagnie de théâtre professionnelle, la Méniache, aux côtés de son créateur, je dirais même de son illustre créateur, j'ai nommé... Jacques Bachelier. Voilà, c'est unanime. Alors, comment en êtes-vous parvenu à exercer ce second métier à part entière, metteuse en scène? Oui, parce que c'est tout récent en fait. Un jour d'été, je signe avec ça ma première mise en scène. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la direction d'acteur au sein de ma formation, justement après Minsk, où là-bas on développe vraiment les multiples casquettes. Tout le monde se regarde travailler et s'entraide. Et lorsque j'ai démarré ma formation au conservatoire, j'aimais beaucoup pouvoir aider les gens à travailler leur scène. J'aimais autant être à l'extérieur en fait qu'à l'intérieur d'une scène. Et donc petit à petit, je me suis retrouvée là-dedans. Et puis après le conservatoire, donc j'ai été engagée par Jacques en tant que comédienne. Et donc l'année dernière, il m'a proposé de mener une carte blanche si j'avais envie, et donc de pouvoir faire ma première mise en scène. Et je pouvais faire ce que je voulais, avec le texte que je voulais, avec qui je voulais. Mais une Voilà, carte blanche, carte blanche, c'est-à-dire, donc vous aviez une liberté quasi totale sur Oui. une période donnée? Absolument. Il y avait juste une contrainte, puisqu'on devait donc jouer au Cube Noir en même temps qu'une autre pièce. Et donc, il fallait qu'on réfléchisse à un décor commun. Voilà, ça c'était la contrainte, avec pareil une implantation lumière commune. D'ailleurs, c'était très intéressant de travailler avec ce point de Carrément. départ en contrainte. Voilà, et à partir de là, très vite, j'ai repensé à ce texte que j'avais dans mon tiroir donc Le courage de ma mère de Georges Tabori. Et puis je me suis lancée dans l'aventure. Voilà, et donc depuis, je réfléchis évidemment à ça aussi. J'ai fait 2 stages de mise en scène avec Jean-Yves Ruff.
Et je continue de me poser la question régulièrement, tous les jours, quotidiennement. Voilà. Mais au regard de la place actuelle de l'artiste dans notre société, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est quasiment obligatoire d'avoir cette double casquette, voire même triple casquette parfois, de comédien, metteur en scène et même auteur parfois? Obligatoire, je ne sais pas. Après, encore une fois, je pense que pour moi, c'était assez évident de par mon début de formation. Les artistes russes, biélorusses sont dans une obligation vitale en fait de devoir tout faire. Eux, ils sont pas seulement comédiens, ils sont comédiens, danseurs, chanteurs, acrobates. Plus ils peuvent faire, mieux c'est. En France, on est encore dans un système quand même où on demande plutôt une spécialisation. On est censé avoir un savoir-faire. Les multicasquettes, c'est pas encore, je dirais, forcément très bien vu. Okay. Mais ça vient effectivement de plus en plus, notamment pour des raisons financières, économiques au sein des compagnies. Pour moi, je crois que c'est plus parce que je suis un peu hyperactive et très curieuse et que j'ai besoin de faire plein de choses différentes. C'est parfait de rentrer dans une obligation par soi-même et pour soi-même. Enfin, c'est pas mal. C'est une liberté. Exactement. Parlons de la vôtre, de liberté. Hector Bauer, une liberté que vous avez choisi d'engager dans le prisme du métier de régisseur son et lumière pour le théâtre. Alors pour vous, ce métier, c'est quoi ? Une porte de sortie. Ok. Moi, j'ai grandi à Lyon, dans un milieu de la musique. J'ai toujours été entouré par le milieu du théâtre et artistique, là, en règle générale, parce que ma mère faisait du théâtre à Paris et à Strasbourg il y a une vingtaine d'années. Oh. Et du coup, moi, j'ai toujours grandi un petit peu dans ce milieu, mais tout en me tournant vraiment vers la musique assez tôt. Et j'ai eu du mal à trouver des dates régulières à Lyon et un parcours scolaire assez catastrophique. Du coup, j'ai appris par le biais de ma mère, qui avait déjà bossé avec ce régisseur, qui est Raphaël Siffer. J'avais appris que cette personne-là avait déjà formé des jeunes au milieu de la technique du spectacle. Et moi qui connaissais déjà un petit peu le milieu de la scène, qui aimais déjà beaucoup être sur scène, je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant pour moi de découvrir ce qui se passe derrière et comment on construit une scène, comment on construit tout ce que le spectateur voit pas, en fait. Et du coup, ouais, j'ai contacté cette personne-là. Disons que ça a été un choix pour moi de partir de Lyon pour aller à Strasbourg et apprendre ce métier. Mais j'en suis très content d'ailleurs. Mais ça n'a pas été une vocation première. Même si maintenant je retrouve toute la passion qu'on peut avoir chez les personnes qui veulent vraiment faire ça. Mais moi, ça a d'abord été une porte de sortie. Et je pense que il y a une forme de passion qui devient assez forte. De par, si je peux imager ça, une corde à laquelle me rattacher. Et qui m'a permis d'ouvrir plusieurs fenêtres. Et je me perds un petit peu, je vais pas Non, mais c'est bien. Moi, ce que j'entends, ça me fait penser à ce que dit Louis Jouvet dans un bouquin qu'il a écrit sur le théâtre. Justement, il s'interroge quant à la légitimité. Qu'est-ce qui fait une vocation ? Est-ce que la vocation, c'est au début ou à la fin ? Lui, il prend le parti de dire je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à le savoir alors que je terminais. Voilà, presque. Donc, c'est toujours le désir après coup, l'analyse après coup. Mais si l'analyse et le désir après coup, nous on a le désir tout de suite d'écouter Cassandre. Donc sa culture, sa chronique culture, tout de suite dans la mezzanine. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. En réécoutant nos chroniques cette semaine, une pensée traversa mon esprit. Dis donc, je parle beaucoup de choses que j'aime et qui sont trop bien pour moi. Et les auditeurs vont vraiment penser que je vis dans un monde de bisounours. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, on va parler de choses que je n'aime pas. Et cher Joachim, cher Sylvain, je m'excuse par avance, mais on va perdre des auditeurs. D'accord. J'ai eu un petit peu peur parce que tu commences ta chronique. Chers auditeurs, on va parler de quelque chose que je n'aime pas. Cher Joachim. Ça a soufflé un peu. Alors, Joachim Troggolo. On va perdre des auditeurs, oui.
Pas plaire à tout le monde. Hein. Mais- Je m'excuse par avance pour vos oreilles. Je risque de m'énerver parce que aujourd'hui c'est un cri, c'est une gueulante que je souhaiterais pousser. Et oui, ça ne va pas vous plaire, chers auditeurs, car je veux m'attaquer à un titan du dessin animé. Une société qui nous a tous bercés enfants avec ses histoires remplies de magie, de rêves, de princesses, d'animaux qui parlent et de chansons. Oui. Aujourd'hui, je m'attaque à Disney. Aujourd'hui, je vais vous parler des suites de trop. Commençons d'abord par ce qui a été pour moi ma première déception chez Disney. Cusco 2, Kings of Kronk. J'y ai même pas English. entendu parler de ce film. Pareil, je suis dans la même situation. D'abord parlons de Cusco, l'empereur mégalo, le premier film. Ah, Cusco. Ce film fait partie de ce que j'appelle la triade des oubliés. Ça commence bien. Un groupe de 3 films Disney absolument brillants et génial que le spectateur lambda de Disney, je cite bien le spectateur lambda, pas les fans hardcore de Disney, hein, le spectateur lambda de Disney, ne connaît pas ou a tout simplement oublié. Nous avons d'abord Atlantide, l'Empire perdu, la planète au trésor et donc bien sûr Cusco. En gros, dans ce film, dans le premier film, on suit les aventures d'un empereur inca, égoïste et capricieux, qui se retrouve malgré lui transformé en lama. C'est un de mes films. C'est un de mes films Disney favoris. L'animation est géniale, l'histoire originale, mais surtout l'humour. Ce film est à pleurer de rire. De l'humour absurde à gogo, une écriture géniale, bref, il est parfait. Quelle ne fut donc pas ma joie lorsque j'appris qu'il y avait une suite à ce film. Et c'est donc avec joie et naïveté que je m'octroya, oui j'ai mis octroya dans ma chronique, je suis très fière, que je m'octroya le DVD Cusco 2. Quelle erreur monumentale, fis-je. Déjà, première déception, Cusco 2, ce n'est pas un Cusco 2. C'est un film qui se centre sur un personnage secondaire, mais ô combien merveilleux, Kronk. C'est un bras droit un peu gauche qui est pour moi le personnage le plus drôle du premier film. Et alors, me diriez-vous, où est le problème ? Eh ben, le problème, c'est que le Kronk du 2, il est ni drôle, ni sympathique, ni rien du tout. Disney l'a rendu chiant, pleurnichard et sans personnalité. À aucun moment, il est drôle ou juste attachant. Non. Alors, que vous vous focalisiez sur un personnage secondaire, ok, je prends en exemple le Roi Lion 1,5, où c'est un film qui se centre sur Timon et Pumba, qui est bien. Sans plus, mais bien. Donc, pourquoi pas ? Mais Le facochère ? le facochère, Le tout à fait. Pumba, oui. Donc, que vous centriez... Oula, je me suis perdue. C'est le Emmanuel facochère. C'est le facochère. alors que vous focalisiez sur un personnage secondaire, ok, mais par pitié, ne lui enlevez pas sa personnalité, quoi. Autre chose. Ce film marque aussi le retour d'un des antagonistes les plus drôles de Disney. Pour moi, je précise toujours, hein. Yzma, la conseillère de l'empereur qui veut être impératrice à la place de l'empereur. Est-elle réussie dans ce film ? Ah bah non. Pourquoi ? Parce que vous la faites chanter. Oui. Je t'allais dire autre chose. Oui, juste pour ça, on ne fait pas chanter Yzma, c'est tout. Ou alors écrivez une chanson de qualité, quoi. À cela s'ajoute le fait que Cusco apparaît en tout 10 minutes dans le film et vous avez le résumé de comment Disney massacra une de mes Disney princesses préférées. Et brisa aussi, accessoirement, une partie de ma naïveté enfantine. Est-ce que ça s'arrête là ? Bah non. Alors, que je vous mette dans le... Depuis que je suis enfant, il y a 3 grosses sagas qui règnent sur mon cœur et mon imaginaire. Harry Potter, évidemment. Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Oui. Et bien sûr, Pirates des Caraïbes. Oui. Alors, pour les ignorants qui ne le savent pas, c'est une saga produite par Disney et qui reprend la thématique d'une des attractions très populaires à Disneyland, Pirates of the Caribbean. Yes, I speak very good English, you know, yes. Ok, donc, Pirates des Caraïbes. Donc, la saga raconte les aventures du capitaine Jack Sparrow au sein des mers des Caraïbes, chassant monstres, trésors, bref, si je commence à vous raconter, on en a pour 4 heures. Retenez juste que c'est des histoires remplies de pirates, de paysages fabuleux, de duels dantesques et de musique fantastique. Aujourd'hui, la saga compte 4 films, dont le 3e est un petit bijou de réalisation, de 5. musique et d'histoire. Hein ? 5. Comment ça, je me suis trompée ? Et... Non, il y a 4 films Pirates des Caraïbes. Ah, Ah si, je vois pas de quoi tu parles, Sylvain. D'accord. Un 5e film ? Et comment ça ? La vengeance de Salazar. Ah oui, c'est bon. Tu veux parler de cette bouse infâme dont je refute l'existence ? Comment vous dire ?
Je suis sortie en hurlant du cinéma tellement que c'était infâme. Vraiment, t'es vraiment sorti en hurlant? En hurlant. Tu peux nous en faire une présentation là? Enfin un essai, quelque chose? Le Hurle cri comme doit sortir. Non. Vas-y, on enlève le casque. Non, je ne vais pas hurler pour vos oreilles. Regarde. Je Ils sont prêts. La caméra d'Annette te regarde. Voilà. Voilà, parfait. Donc, première chose. Ce film tente de réparer une vieille blessure que j'avais vécue durant le 3e film. Spoiler alert. Will Turner meurt et devient le nouveau capitaine du Hollandais volant, le condamnant ainsi à être séparé de son amour de toujours, Elizabeth Swann. Premier traumatisme adolescent, c'est la première fois que je voyais un de mes personnages préférés mourir à l'écran, mais je m'en suis remise, vous inquiétez pas. Enfin, tu t'en es remise toi, mais par contre, Emma Masso a l'air d'être profondément bouleversée par ce que tu viens de dire. Parce que je me souviens de la suite qui est encore pire. Voilà, donc il y a eu ça. J'ai encore perdu ma... Voilà, je suis désolée, mais déjà, je me rappelle l'avoir écrit, je tapais sur mon ordi tellement que j'étais énervée. Donc, je vais beaucoup perdre ma phrase, je suis désolée. En hurlant. donc voilà, blabla. Donc, premier traumatisme adolescent, mais je m'en suis remise, vous inquiétez pas. Sauf pour Emma, je compatis. Donc, ce film parle du fils de Will et Elizabeth qui part chercher le trident de Poséidon, le dieu des océans, pour libérer son père de cette malédiction. Déjà, il n'y a rien qui vous choque. Poséidon, dieu des océans. Donc Calypso, qui depuis le 3e film est décrit comme celle qui contrôle les océans, elle va se faire voir. Donc il tente de le libérer et va se faire aider par une meuf pseudo-badass et un Jack pseudo-Sparrow. Je m'explique. Jack Sparrow est vu comme un pirate constamment bourré au rhum. Ça, on le sait tous. Et ben dans ce film-là, il y a aussi l'acteur qui était bourré au rhum. Johnny Depp, dans ce film, passe son temps à nous montrer un Jack décédé intérieurement, sans personnalité ni humour. Je suis d'accord avec ça. Ouais, merci. Voilà. Et qui d'autre s'est fait massacrer dans le film? Hein? Un des meilleurs pirates au monde, montré au cinéma, j'ai nommé Barbossa. Barbossa, le némésis de Jack Sparrow, qui depuis le premier film, c'est un homme qui ne vit que pour lui-même et pour sa liberté. C'est un vrai pirate avec un grand P, messieurs, dames. Et dans ce film, est-ce qu'on l'a respecté? Bien sûr que non. Il est sans saveur, sans personnalité. Et pour couronner le tout, on a tenté de l'humaniser en lui découvrant une fille cachée, la meuf pseudo-badass du début, qu'il va sauver en mourant bêtement. On l'a ressuscité dans le 2e film pour le faire mourir comme une vieille chaussette dans le 5e. Je continue? Est-ce que je continue? Oui. Vous savez qui c'est qui apparaît à la fin de ce film? Elizabeth Swann. Elizabeth Swann est une femme belle, courageuse, qui deviendra la reine des pirates, alors que c'est une lady au début du premier. Dans le 3e, elle devient reine des pirates. Elle incarne pour moi une des plus grandes femmes fortes au cinéma. Vous savez comment elle arrive à la fin du film? Hein? Vous savez comment elle arrive? En vraie femme forte? Oh bah non! En robe de princesse nulle! Et où est la reine des pirates? Où est la badassitude? Vous l'avez tuée! Honte sur vous! Je vais arrêter de crier. Donc pourquoi je déteste ce film? Parce que pour moi c'est un énorme molar craché à la face de tout ce qui a été créé dans les premiers films. Rien n'est respecté. Ni l'histoire de base, ni les personnages, ni rien en fait. Vous voulez pleurer du sang? Allez voir ce film. Pour finir... Ah, je suis désolée, mais j'avais besoin. Je suis désolée, mais voilà. Preuve, j'ai écrit en gros tout ce que j'ai fait. Bon bref, excusez-moi pour vos oreilles. Pour finir, je souhaiterais parler d'un truc qui en ce moment me tape sur le système avec Disney. Les remakes des classiques Disney. Alors, que les choses soient claires, je ne parle pas de ce qui raconte une vision différente d'un film comme Maléfique par exemple, ou encore Alice au Pays des Merveilles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, celui de Tim Burton. Moi, je l'aime bien. Bon. Je vous parle des films qui racontent la même histoire que l'original, comme par exemple La Belle et la Bête, où la différence avec le dessin animé, c'est qu'il y a Emma Watson et que la bête chante dedans, mal d'ailleurs. C'est Vincent Cassel. Ah, c'est quand même Vincent Cassel. Tu te trompes. Ah oui, c'est Kenneth Branagh. C'est l'adaptation de Kenneth Il y en Branagh. a deux. Ah d'accord. La version française avec Léa Seydoux et Vincent Cassel, elle est pas mal parce qu'elle reprend la version de Perrault. Ça D'accord, va. ok. C'est pas... mais c'est autre chose. D'accord. Donc voilà, ou comme plus récemment, Le Roi Lion. Oh mon Dieu. Le seul point positif, c'est très beau visuellement. Il n'y a rien à dire. Tout est fait en animation et on dirait un vrai film. Juste pour ça, bravo, beau boulot.
Mais c'est le seul intérêt du film. Le reste, c'est du réchauffé. Scar est en fin de vie, Mufasa aussi. Timon et Pumba sont peints comme des monstres d'égoïsme. Je vous donne la différence. Dans le dessin animé, Timon et Pumba, ils disent « Ne te focalise pas sur tes problèmes, Hakuna Matata, la vie sans souci, là, super cool. » Dans le film, ils disent « Concentre-toi sur toi. L'important, c'est toi. Les autres, on s'en fout. » Super comme truc pour les enfants, bravo. Donc il y a ça, et puis les chansons, parlons des chansons dans le film, ça se résume à des lions qui courent en chantant. Il n'y a aucune magie, plus rien, parce que les réalisateurs voulaient donner une vision plus réaliste de l'histoire. Retenez ça, les enfants. Ce film prouve que la réalité, des fois c'est chiant. Et surtout, je crois que Disney a oublié une chose. Ces dessins animés qu'on a tous vus quand on était petits, ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de les re-raconter, c'est des classiques Disney, on n'a pas besoin des remakes pour se rappeler qu'ils existent. En résumé, je suis assez déçue de Disney en ce moment. La société a déjà été critiquée de machine à fric, mais là je trouve qu'ils sont passés à un stade encore supérieur. On ne cherche plus du tout à faire rêver les gens, on cherche juste à leur vendre des trucs. C'est triste à dire, mais Disney a perdu son âme d'enfant, son imaginaire, son univers qui nous a fait grandir, voilà le vrai problème. Je terminerai cette chronique en citant Walter Elias Disney. Le vrai problème avec le monde, c'est que trop de gens grandissent. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. C'était la chronique culture de Cassandre. Je crois que jamais le jingle n'a été aussi à propos. Je le trouve même un peu hautain avec tout ce que je viens de Non, dire. et puis en plus, ta manière, ton langage gestuel de poser les choses, quoi, voilà. C'était donc la J'avais chronique envie. culture de Cassandre. Merci pour cette belle chronique. Vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes toujours avec nos invités de la semaine. Emma Massot, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Et Hector Bauer, vous exercez le métier de régisseur son et lumière. Tous deux, vous collaborez dans le cadre de la compagnie de théâtre professionnelle à Strasbourg, la Ménie H, avec laquelle vous vous produisez plutôt régulièrement sur les tréteaux d'un théâtre tout aussi strasbourgeois, le théâtre du Cube Noir. C'est Oliver Twist de Charles Dickens, adapté par le metteur en scène et créateur de la compagnie La Ménie H, Jacques Bachelier, qui se joue au Théâtre du Cube Noir, et ce jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. Emma Massot, avant la pièce Oliver Twist, adaptée par Jacques Bachelier du roman éponyme de Charles Dickens, dans laquelle vous interprétez le rôle d'Oliver, en compagnie de Marie Paya, vous êtes deux comédiennes sur un seul et même rôle, eh bien vous aviez déjà collaboré avec Hector Bauer dans le cadre de Un jour d'été, une création que vous mettez en scène d'après la pièce Le courage de ma mère de Georges Tabori. Emma Massot, que nous raconte l'histoire de ce jour d'été que vous avez mis en scène? Donc, Le courage de ma mère, point de départ à partir duquel j'ai fait l'adaptation Un jour d'été, est à la base une histoire biographique. C'est l'histoire de la mère de l'auteur, de la mère de Georges Tabori, donc, qui est une famille juive hongroise. Et Elsa Tabori a été déportée. Elle fait partie des derniers convois de déportation en 1944 à Budapest. Elle a eu une chance extraordinaire dans ces derniers convois. Sa rencontre avec un officier allemand a fait qu'elle est repartie en fait le soir même pour Budapest et donc a échappé à Auschwitz. Elle a, suite à ça, écrit ses mémoires, et de ses mémoires, son fils a écrit d'abord une nouvelle qu'il a ensuite amenée sur les plateaux de théâtre. Et donc, il a appelé Le courage de ma mère, qui parle d'un courage ordinaire, en fait. Cette pièce, justement, essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu plus de chance que les autres ce jour-là. Pourquoi elle et pas les 4000 autres? Pourquoi elle et pas les 40 000 autres, les 4 millions d'autres, etc. Ce parcours m'a fascinée, cette femme m'a fascinée. Et l'écriture, bien sûr, de Tabori m'a aussi énormément fascinée. Voilà mon point de départ. Le dossier du spectacle Un jour d'été précise, je cite, « La lumière se veut en dialogue constant avec les comédiennes.
3 comédiennes pour ce spectacle, Un jour d'été, que vous mettez en scène, Emma Massot. Elle devient, cette lumière, un personnage à part entière qui nous saisit par sa force d'évocation. Fin de la citation. Hector Bauer, si la lumière devient un personnage à part entière, vous en êtes le créateur et aussi le metteur en scène. Avec Un jour d'été, comment la lumière que vous créez peut-elle devenir personnage à part entière ? Alors, je peux faire juste une petite anecdote qui Bien me sûr, paraît bien sûr. importante de préciser en lien avec cette question. Hector participe du coup aux répétitions au même titre que les comédiennes. On ne fait pas de différence à ce niveau-là. Et donc, un peu avant les premières présentations, Hector fait les Allemandes et les Italiennes avec nous. C'est-à-dire qu'il envoie ses tops à la main en même temps que nous, on récite le texte. Donc déjà, pour moi, c'est voilà, la lumière est à part entière avec nous, même quand on n'est pas sur le plateau. C'est top. D'accord. C'est tout. Bah, un regard intéressant. Là, nous voyons bien qu'Emma Massot est comédienne, mais aussi, sur en tout cas ce spectacle-là, metteuse en scène. Là, on sent la patte là, qui Bien sûr, est le bien sûr. travail. Quoi. Voilà. En tout cas, moi, voilà, j'ai trouvé intéressant le fait que la lumière soit traitée comme un personnage à part entière. Et il me semble que c'est quand même un parti pris assez, existant dans les mises en scène de théâtre post-dramatique, donc absolument contemporain. Un théâtre qui ne soit plus exclusivement textocentré, donc au service de l'histoire, mais où la mise en scène devient écriture. Le vide. Le vide, Hector, qui suscite le désir. Eh bien, je vous propose une chose, d'habiter ce vide et de partir tout de suite avec des africaneurs complètement hallucinés. Alors, c'est Cassandre qui a choisi ce morceau pour nous le partager aujourd'hui. C'est hallucinant. Die Antwoord avec Banana Brain, tout de suite, Allez. absolument tout de suite, dans la mezzanine. Il faut que je trouve Die Antwoord. Le vide. C'était Banana Brain du groupe Afrikaner, Die Antwoord. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro de la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité, en compagnie de nos invités de la semaine. Emma Massot, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Mais voilà, tout essoufflé parce qu'on a dansé comme des malades pendant Die Antwoord dans les studios. Emma Massot, vous interprétez le personnage d'Oliver Twist dans la pièce éponyme, adaptée du roman de Charles Dickens par le créateur et metteur en scène de la compagnie strasbourgeoise de théâtre professionnel, la Ménie-H, Jacques Bachelier. Hector Bauer, vous êtes également toujours avec nous. Toujours. Bon, en tout cas, nous l'espérons. Oui, bien sûr. Bon, alors, je c'est suis pas parfait. parti entre-temps, c'est bon. Je suis toujours là. Vous avez survécu. Ouais, Quel carrément. bonheur, C'est bon, c'est bon. de vous compter encore parmi nous autour de cette table ce Toujours. matin dans la mezzanine. Et vous êtes aussi si vous êtes toujours avec nous, vous êtes aussi toujours l'un des régisseurs de cette création de la compagnie strasbourgeoise La Ménie-H, aux côtés de Raphaël Siffer. C'est ça. Oliver Twist, puisqu'il s'agit de ce spectacle, se joue sur la scène du théâtre du Cube Noir jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. L'écrivain Charles Dickens publiera son roman Oliver Twist en 1837, en pleine époque victorienne. D'autres, à la manière du réalisateur Roman Polanski, enfin le tristement célèbre réalisateur dont les médias relaient une certaine information depuis quelque temps, Roman Polanski adaptera le livre de Charles Dickens pour le cinéma. Souvenez-vous, le film est réalisé en 2005, en tout cas sortira dans les salles obscures, en France en 2005, peut-être l'avez-vous vu ? Aucunement. Oui. Aucunement. Absolument. Et il nous aura fallu attendre 2020 pour que Jacques Bachelier s'en saisisse à son tour, le metteur en scène de La Ménie-H, pour en faire une adaptation et même une réécriture, il nous semble, pour la scène au théâtre du Cube Noir. Petite précision, je crois que c'est pas la version justement de Polanski qui Non. s'est inspirée de celle de David Lean, c'est ça ?
Oui, plutôt Oui, celle de tout à fait. Céline. Oui. La version en noir et blanc qui date, je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais elle est en noir et blanc. Ah oui, d'accord. Donc en fait, Donc, Jacques c'est mieux. Bachelier s'est inspiré non pas du roman de Dickens. Ah si, bien Si, sûr. Si, si, Ah, bien si, sûr. si, Non, mais il en a c'est fait la- référé aux images. Parce qu'il s'est inspiré d'une autre adaptation au cinéma aussi, Tout en à fait. complément du roman de Dickens. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Bon, après, je ne disais pas non plus qu'il s'était inspiré de Polanski. Ah, Je bah, disais encore par là- heureux. Je disais en fait par là eh bien, qu'il y a quand même pas mal d'artistes et certains grands noms du cinéma et du théâtre qui sont en tout cas emparés de cette histoire d'Oliver Dont Twist. Disney. Dont Disney, tout à fait. Disney, oui. C'est vrai, il y a eu un dessin animé. Oui, Oliver et compagnie. Très beau film. Oh. Oui, très chouette. En fait, Oliver Twist n'est plus un enfant, mais un chaton qui se retrouve à New York et pas à Londres. Et en fait, au lieu de rencontrer des enfants voleurs, il rencontre des chiens voleurs qui vivent avec un clochard qui s'appelle Fagin aussi, je crois. Mhm. Dans la Mais version. qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, voilà. Qu'est-ce que nous raconte cette pièce adaptée du roman de Dickens? Qu'est-ce que Jacques Bachelier nous raconte? Bon, il n'est pas là autour de cette table, mais peut-être pourriez-vous éventuellement l'évoquer. Qu'est-ce que ça raconte, Oliver Twist? On suit les mésaventures d'un orphelin, Oliver Twist, dont le père est inconnu au début de l'histoire et sa mère, malheureusement, meurt en couche, élevé d'abord à l'hospice, maltraité, fugue jusqu'à Londres et engagé, malgré lui, dans une bande d'enfants voleurs dirigée par le terrible sournois Fagin. Et on le suit à travers ses mésaventures, où il retrouvera en fait ses origines, d'où il vient. Donc c'est Je peux finalement résumer l'histoire comme ça. d'une rédemption. Un petit garçon qui se perd et qui se retrouve. Oui. C'est vrai, on pourrait dire ça. C'est un peu Et ça, qui, finalement, avec bien sûr l'aide de personnes bienveillantes, mais fait aussi ce choix-là. Malgré le fait que c'est un enfant, c'est aussi lui, par son caractère et ses choix et ses actes, qu'il pourra changer son destin. Et si vous êtes, si vous interprétez Mamasso, le personnage principal d'Oliver Twist dans la pièce éponyme adaptée par Jacques Bachelier, vous Avec Marie adaptez Paya. avec Brillante Marie comédienne, Paya, d'ailleurs. bien entendu, vous interprétez le rôle d'un enfant. Oui. Eh oui. Oui. Et justement, l'enfant n'est pas tout à fait étranger au Sylvain d'épaule. D'ailleurs, que Non, vois-je? Arrête. Que vois-je? Arrête. Le Sylvain Arrête. d'épaule s'empare tout doucement de notre chroniqueur. Sylvain, je le Non. vois se tordre Non. de douleur. Que se passe-t-il? Non, non! Vous êtes pas prêts. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Depaul. Le Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule. Sylvain d'épaule. Le Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule. Et nous revoilà pour la chronique du Sylvain d'épaule, après une absence qui fut, pour ma part, assez longue. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous? Car cela permet de se reposer le week-end et de profiter d'un temps déchargé de toute intervention de mes comparses préférés, mais à dose minimisée. Je l'ai toujours dit, mieux vaut que ce soit court mais intense. Excuse-moi, mais pour pouvoir réfléchir, il faut prendre son temps, se laisser porter. Ouais, que tout le monde s'endorme ensuite. Qu'est-ce que je vous disais ? Eh bien, figurez-vous que cette absence aux allures de vacances a éveillé en eux une chose que je ne pensais pas possible. Qui dit vacances dit enfance et, mon Dieu, je me suis retrouvé à garder 2 diables au lieu de profiter d'un repos agréable. Je ne te permets pas de dire que je suis un enfant. Vois ma pensée et mes raisonnements. Moi, je suis un enfant tout rempli de pulsions, de passion. Les filles, où sont les filles? Bon, fin de la récréation. Le sujet de notre chronique est nos invités. Surtout une de nos invités. Ah non, par contre, on se contient. A donc fait résonance avec l'énergie de mes comparses compagnons épauliers. En effet, l'œuvre d'Oliver Twist que portent nos invités, l'une sur le devant de la scène et l'autre derrière la scène, derrière la meilleure place,
essayez de l'ignorer. Généralement, ça marche. Cette pièce, donc, Et Mamasso, c'est pas grave. Hein, nous présente Je te défends, t'inquiète. le parcours d'un enfant parmi l'enfer londonien. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les épaules restent bloquées sur le corps. Ouais. Les Sylvains d'épaule restent sur les épaules. Entre survie, découverte, amitié, trahison, liberté et aliénation, le parcours initiatique d'Oliver nous est présenté. Notre chronique, quant à elle, se penchera sur une autre question, émergeant à la lueur des projecteurs. Nous pouvons remercier le régisseur. Oui, effectivement, merci. La place de l'enfant dans la philosophie. Comment cette pratique académique traite l'un des éléments fondamentaux de notre société, étant son avenir et son commencement. Nous verrons qu'à l'instar du brouillard londonien envers Oliver, la philosophie n'est pas tendre avec l'enfant. Et pourtant, c'est dans le noir le plus impénétrable que se révèlent les facultés les plus nobles. Exactement. Commençons de ce pas. Notre chronique se déroulera en 3 étapes qui, comme le développement du nourrisson jusqu'à l'adolescent, montreront le cheminement du traitement de l'enfant dans l'histoire de la philosophie. Nous les résumons en 3 mots. Le réceptacle, l'échappatoire, le sauveur. 3 visions, 3 dimensions dans lesquelles la philosophie place l'enfant, que nous pouvons encore poser différemment. L'éducation, l'émancipation et l'appropriation. On dirait un schéma de psychanalyse. Moi, ça me rappelle quand on m'a appris à séduire. Je m'en appropriais pas mal. Notre première étape s'inscrit dans le processus premier de la philosophie, l'éducation. Élever l'homme de l'animal qu'il est vers la perfection auquel il aspire. Et tout commence avec l'enfant. Pour la pensée antique, qui se verra ressuscitée et déifiée par la pensée humaniste de la Renaissance, il s'agit de conférer à l'enfant les meilleures conditions pour l'accession à la condition humaine, physiquement et mentalement. Ainsi, les différentes écoles, de l'Académie de Platon au lycée d'Aristote, prescrivent une éducation physique et philosophique. On peut en trouver un bel exemple dans La République de Platon, où, pour imaginer la cité idéale, il conçoit le meilleur système éducatif pour permettre au philosophe roi de se manifester. On voit ici que l'enfant n'est pas considéré pour lui-même, mais comme un potentiel, une condition, un matériau. Je me fais la même réflexion dans les bibliothèques. Et moi, la même réflexion dans les discothèques. La pensée de la Renaissance ira plus loin, essayant de prime abord de continuer le système antique. Il est à noter que l'éducation humaniste se heurte à un autre type d'éducation, plus ambigu, l'éducation ecclésiastique. Entre une vie dédiée à Dieu et une vie dédiée à l'atteinte de la perfection humaine, l'enfant est étiré entre 2 horizons. Surtout qu'avec les prêtres, ils sont surtout tirés. Hein. Ah non, s'il vous plaît, non. Tous 2 le considérant comme un inachevé à achever. Ce conflit éducatif se cristallise dans 2 œuvres, l'une assumée, l'autre ironique, Gargantua de Rabelais et Candide de Voltaire. La meilleure éducation devient le prétexte à la critique de la meilleure vie. Mais pour comprendre comment l'enfant est perçu dans cette période, penchons-nous sur le penseur Rousseau, qui, dans son œuvre L'Émile, ou de l'éducation, nous dépeint de A à Z la meilleure éducation, des premiers pas jusqu'à la vie adulte. Il conseille notamment, lorsque l'enfant fait une bêtise, de le laisser prendre conscience des conséquences de celle-ci afin qu'il résolve lui-même le problème créé. Ceci étant exemplifié par un enfant qui briserait la fenêtre de sa chambre avec un caillou, et faire mourir de froid un enfant pour le punir. Ce n'est pas étonnant. Malgré ses écrits, Rousseau a abandonné ses enfants. On amène un petit peu plus de joie. Loin du froid de la raison et de l'éducation, et on apprécie le sens de la transition. Il est temps de passer à la chaleur de l'émancipation. Et pour ce faire, un penseur occupera notre partie, il s'agit de Nietzsche. Afin de libérer l'homme des chaînes d'une morale qu'il s'est lui-même attachée, il cherche dans son œuvre à revenir à l'essentiel. La joie contre la souffrance, l'innocence contre la culpabilité, l'immédiat contre le réfléchi. Opposant le rêve, dimension vivante et vivace de l'imagination permettant à chaque individu de revenir à soi comme premier créateur, à la réalité, quadrillée par la science froide et figée. Et l'un des préceptes principaux permettant d'atteindre l'état de surhomme, l'homme ayant brisé ses chaînes, il s'agit de revenir à l'enfant. L'étonnement, la spontanéité et surtout la puissance. Un enfant, avant le collier de l'éducation, ne se bride pas et agit jusqu'au bout de ses capacités. Ses choix se font entièrement, sans être dictés par une morale.
Cette importance de l'enfant se dévoile dans Ainsi parlait Zarathustra. Je cite ici Nietzsche. « Je vais vous dire 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Dans la première partie de Zarathustra, les métamorphoses de l'esprit. Le chameau accepte de se laisser peser par le fardeau de sa pensée et marche dans la vie. Mais au fond du désert, l'esprit devient lion et veut conquérir sa liberté. Mais finalement, cet animal dans l'esprit s'efface pour laisser place à l'enfant. Oubli et renouveau, immédiat de la découverte, débarrassé de tout impératif, si ce n'est celui de vivre. Je sens que je vais ressortir ça à ma prochaine drague. Le temps tourne. Oui, hâtons-nous pour la dernière partie, la plus courte mais la plus importante, l'appropriation. En ce moment, et depuis les années 80, l'enfant prend une nouvelle place, une nouvelle position, la sienne. La philosophie s'adapte et devient alors la philosophie pour enfants. Loin d'être de la vulgarisation, il s'agit de permettre à l'enfant de se saisir lui-même de son monde par sa propre pensée. Il n'y a plus de préceptes ingurgités, mais des outils à utiliser, des discussions guidées par des penseurs de l'enfance, permettant la culture d'un esprit critique et réflexif dès l'âge de 3 ans. Cela peut paraître tôt, et pourtant, dès cet âge, les questionnements les plus importants se font déjà entendre. Et l'objectif de cette philosophie n'est plus de les écarter par la toute-puissance de l'adulte, mais plutôt de demander à l'adulte de se laisser interpeller par l'enfant, lui permettant de penser lui-même, de se penser lui-même, en cherchant des réponses à ses propres questions par sa propre réflexion. La raison se voit attribuer une valeur nouvelle pour la génération actuelle. La philosophie pour enfants se présente en différentes méthodes. Je vais vous en citer 2 car le temps tourne. La méthode de Matthew Lipman au Québec, où l'enfant est guidé en groupe par un animateur qui, tel Socrate, les amène à penser, et la méthode de Michel Tozzi, française celle-ci, qui se distingue de celle de Lipman par l'autonomie beaucoup plus grande des enfants qui, via un cadre précis, pourront se guider entre eux dans la réflexion par l'intermédiaire de rôles définis sans que l'adulte ne possède de pouvoir d'influence. Il y en aurait encore d'autres. La philosophie pour enfants est un vaste sujet, un vaste vivier, mais nous devons conclure. Et pour conclure, quelques éléments de bibliographie pour celles et ceux désirant approfondir. Pantagruel et Gargantua de François Rabelais, Le Candide de Voltaire, L'Émile de Rousseau, que vous pouvez trouver en PDF, Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ici avec la traduction de Henri Albert, trouvable dans les œuvres complètes de Nietzsche, au tome 9, Matthew Lipman, à l'École de la pensée, qui existe en 2 éditions, la seconde étant éditée chez Pédagogie en développement, de Buck Université en 2006, et enfin Michel Tozzi, 2 œuvres de Michel Tozzi, pensées par soi-même, aux éditions Chroniques sociales, Lyon 2005, et Nouvelles pratiques philosophiques à l'école et dans la cité, répondre à la demande scolaire et sociale de philosophie, édité aux Chroniques sociales de Lyon, mais en 2012. Après ce saut dans le temps et l'enfance, nous vous disons à la prochaine dans la chronique du Sylvain d'Épaule. Au revoir, au revoir. Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Despol. Le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule. Le Sylvain d'Épaule. Le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule. C'était la chronique philo du Sylvain d'Épaule. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec nos invités de la semaine. Hector Bauer, vous êtes... Rebonjour, toujours encore avec nous, bien sûr. Vous êtes régisseur, son, lumière, notamment sur la création, mise en scène par Emma Massot, qui est également autour de cette table. Oui. Emma Massot, vous êtes metteuse en scène et comédienne. Vous travaillez tous deux dans le cadre de la compagnie de théâtre professionnelle à Strasbourg, la Méniache, dont le créateur, j'ai nommé l'illustre Jacques Bachelier. Exactement. Emma Massot, Hector Bauer, merci de nous avoir rejoints cette semaine dans la mezzanine. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans la création Oliver Twist, adaptée du roman de Charles Dickens par Jacques Bachelier, sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. La pièce se joue jusqu'au dimanche 29 mars, du mercredi au samedi à partir de 20h30 et le dimanche à partir de 17h. Pour celles et ceux qui feront le déplacement au Cube Noir à Strasbourg, vous aurez également le plaisir d'y retrouver notre cher
Cassandre sur la scène, Oui. car dans Oliver Twist, tu interprètes le personnage de Mrs. Bedouin. Tout à fait. La Tout à magnifique fait. bédouine. La magnifique Bedouin. Emma Massot, Cassandre Duquesnel, Hector Bauer dans une seule et même mise en scène de Jacques Bachelier, le Oliver Twist de Charles Dickens, est donc une pièce à ne rater sous aucun prétexte. Emma Massot, Hector Bauer, un grand merci à vous deux et surtout à très très bientôt sur la scène du théâtre du Cube Noir. Au revoir, à bientôt. Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle rencontre dans la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs. Nous vous donnons la parole. La mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit à tout bientôt. Hello, salut. C'était Cassandre, Sylvain, Joachim au micro. À dans 15 jours dans la mezzanine. Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.